bonjour. Donc, on va continuer notre étude sur la génétique des populations. Et maintenant, on va aborder la liaison au sexe avec une population en équilibre. Alors, on va également céder par un échiquier. Et je vais dire qu'encore, on aura deux types de mâles, X grand A Y et X petit a Y. Les deux, ils ont le droit de se reproduire. On aura normalement trois types de femelles, X grand A, X grand A, X grand A, X petit a et X petit a, X petit a. Alors, pour les gamètes, pour les mâles, j'aurai trois types de gamètes, X grand A, X petit a et Y. Pour la femelle, que deux allèles, que deux gamètes, pardon, c'est X grand A et X petit a. Alors, on donne toujours pour le dominant la fréquence P, pour le récessif la fréquence Q, le Y, puisqu'il ne porte pas l'allèle correspondant, donc on lui donne le chiffre 1. Alors, on remarque donc que pour les femelles, ils vont obéir à la loi de Hardy-Weinberg, donc on leur applique toutes les lois qu'on a déjà vues. Pour les mâles, la chose est plus simple, on va trouver qu'en quoi la fréquence de l'allèle est égale à la fréquence du génotype, est égale à la fréquence du phénotype. Par exemple, pour le dominant, la fréquence de X grand A égale à la fréquence X grand A Y égale à la fréquence du phénotype grand A qui est égale à P. De même pour X petit a, on va avoir besoin de voir pour les malades. Pour les femelles malades, c'est Q au carré. Par contre, pour les mâles malades, c'est Q. Donc, ça va nous intéresser pour la génétique humaine également. On remarque, puisque la fréquence est entre 0 et 1, que Q, normalement, elle est supérieure à Q au carré. Et donc, s'il s'agissait d'une maladie récessive, comme on verra tout de suite, elle doit toucher les mâles plus que les femelles. Alors, cas de codominance, plutôt de maladie dominante. Donc, maintenant, on inverse, mais c'est les mêmes résultats, c'est-à-dire les mêmes relations qu'on va utiliser. Grand A supérieur dominant par rapport à petit a. Là aussi, comme on a vu, la fréquence des génotypes est égale à la fréquence des phénotypes chez les femelles. Parce que toujours les mâles, la chose est plus simple. Donc, comme on a dit, la fréquence de l'allèle est égale à la fréquence du génotype, est égale à la fréquence du phénotype. Donc, si je revois toujours pour les malades, pour les femmes malades, c'est P carré plus 2PQ. Pour les mâles malades, c'est P. Et donc, normalement, les femelles peuvent être touchées plus que les hommes. Alors, si la population n'est pas en équilibre, ce qui va changer, c'est les fréquences alléliques. C'est-à-dire, alors pour l'allèle dominant, sa fréquence chez le mâle devient PM, pour P mâle, et chez la femelle est de PF. Également pour l'allèle récessif, on aura QM chez le mâle et QF chez la femelle. Donc, la fréquence génotypique, par exemple, des femelles F, X petit a, est QM fois QF au lieu de Q au carré qu'on trouvait auparavant. Alors, en conclusion, si la maladie, par exemple, est récessive, les mâles malades, comme j'ai dit, c'est Q, les femelles malades, c'est Q au carré, donc Q supérieur Q au carré, donc les mâles sont plus touchés que les femelles. Si par opposition, la maladie est dominante, les mâles malades, c'est P, les femelles malades, c'est P carré plus 2PQ, et donc les femelles seront plus touchées que les mâles. Alors, une petite application, le daltonisme. Alors, le daltonisme, c'est une maladie de la vision affectant la perception des couleurs. Cette maladie touche 8% des mâles pour une population donnée. L'allèle qui en est responsable est récessif, petit d, par rapport à l'allèle normal, grand D. Et cet allèle est porté par le chromosome sexuel X. Là aussi, on peut vous donner une liaison avec la génétique humaine. Il vous donne un arbre généalogique et c'est à vous de déterminer est-ce qu'il est récessif ou dominant, est-ce qu'il est porté par un gonosome ou un autosome. Donc là, ils vous ont donné le résultat tout de suite. Alors, on considère que la population est en équilibre de Hardy-Weinberg puisqu'ils n'ont rien signalé, donc sachant qu'ils ne peuvent pas vous cacher d'informations. Donc, les questions, c'est de calculer les fréquences géniques, c'est-à-dire alléliques, chez les mâles et les femelles. Puis, quel est le sexe le plus touché par cette maladie en justifiant la réponse.
La solution. Alors, puisque cette maladie est récessive, portée par X, chez les mâles, la fréquence allélique est égale à la fréquence génotypique égale à la fréquence phénotypique. Donc, puisque la maladie touche 8% des mâles, comme ça a été signalé, dans cette population, c'est-à-dire 0,08, donc c'est Q. Donc Q égale 0,08. P plus Q égale à 1, on peut avoir P qui est égal à 1 moins Q, donc c'est 0,92. Selon l'énoncé, on a considéré la population est en équilibre Hardy-Weinberg. Donc, c'est les mêmes fréquences déjà calculées aussi bien chez le mâle que chez la femelle. Donc, selon les lois étudiées, puisque la maladie portée par X, elle doit toucher les mâles plus que les femelles. C'est ce qu'on a déjà vu. Mais on doit le prouver par le calcul. Alors, la fréquence des mâles malades est de fx petit dy qui est égale à q 0,08. Par contre, la fréquence des femelles malades qui doivent avoir le génotype suivant x petit d, elle est de q au carré. Donc, c'est 0,08 au carré, ça va donner 0,0064. Et donc, ça prouve comme quoi, comme on a dit, les femelles seraient touchées plus que les mâles. Alors maintenant, on va aborder les facteurs qui vont assurer la variabilité génétique des populations. Alors, tout phénomène capable de modifier la fréquence allélique est considéré comme facteur de changement de la diversité génétique. Parce que parmi les conditions qu'on a étudiées pour la population théorique idéale, normalement, les fréquences alléliques et génotypiques ne doivent pas changer d'une génération à une autre. Maintenant, chaque phénomène qui peut changer ces fréquences-là est considéré comme un facteur de variabilité. Qui sont? En premier lieu, les mutations. Alors, définition et classification rapide. Donc, une mutation au sens large est toute modification de quantité de l'information génétique et de la structure de son support, c'est-à-dire les gènes et les chromosomes. Une mutation peut être ponctuelle s'il touche un seul gène, ou plusieurs bien sûr, chromosomique s'il touche la structure ou le nombre de chromosomes. Alors, selon le niveau de structure atteint, on distingue deux types de mutations. Les mutations géniques correspondent à un changement au niveau de la séquence d'ADN d'une partie, mutation ponctuelle, ou de plusieurs paires de nucléotides. On distingue la substitution, l'insertion, la délétion. Mutation chromosomique, on distingue plutôt les anomalies de structure et les anomalies de nombre. Et ça, vous l'avez détaillé normalement en génétique humaine, mais c'est un petit rappel. Alors, les mutations de structure, elles sont la conséquence d'un réarrangement des chromosomes. On distingue la délétion, la duplication, l'inversion ou la translocation réciproque ou robertosienne d'un segment chromosomique. Les mutations de nombre, caractérisées par la présence d'un chromosome en plus ou en moins en jeu chromosomique normal. Et on parle dans ce cas-là d'aneuploïdie, donc c'est la trisomie s'il y a un plus 1 comme la trisomie 21, tétrasomie, plus 2 chromosomes, monosomie, moins 1 chromosome comme le syndrome de Turner. Parfois, tout un lot haploïde de chromosomes se dédouble, passage de 2N à 3N par exemple. Et on parle de la polyploïdie. Alors, deuxième facteur qui va changer la structure génétique de la population, c'est la sélection naturelle. Alors, la sélection naturelle est un tri effectué par les conditions de l'environnement. Ça, c'est très intéressant. Elle fait intervenir les facteurs de l'environnement, par exemple la prédation, la compétition, la sécheresse, la chaleur, le froid, etc., en faveur des formes les plus adaptées, les plus aptes à survivre et à se reproduire. Les formes qui ne s'adaptent pas sont éliminées. La sélection naturelle tend à augmenter ou à diminuer la fréquence d'un allèle, c'est la raison pour laquelle on l'a considéré comme facteur de variation, selon sa valeur adaptative, avec les conditions du milieu. Ainsi, la fréquence d'un allèle
responsables d'un phénotype avantageux, favorable à la survie ou à la reproduction, augmentent au fil des générations et vice-versa. Exemple pour la phalène de bouleau. Bon, c'est un papillon normalement qui se trouve en Angleterre. On a deux souches, une souche claire et une souche sombre. Alors, avant l'industrie ne se développe, on avait les troncs d'arbres qui étaient clairs et donc les souches claires, c'était presque invisible pour les prédateurs, sauf les sombres qui étaient visibles. Après l'industrie et l'utilisation des énergies fossiles, donc les troncs d'arbres sont devenus sombres et donc on a le cas inverse, c'est que les papillons sombres qui sont plus visibles pour le prédateur au dépend des papillons clairs qui deviennent nettement visibles et donc ils vont être éliminés par les prédateurs. Donc, comme vous remarquez ici pour le graphique, avant l'ère industrielle, donc c'est l'allèle qui code pour papillon clair qui était dominant, plutôt dominant dans le sens nombre, par opposition, le vrai allèle dominant, il était éliminé par sélection naturelle, par prédation, mais à cause de la pollution, on a eu la diminution de l'allèle qui code pour le clair par prédation et l'augmentation de l'allèle qui code pour le caractère sombre. Alors, les types de sélection naturelle, si je prends le cas de ces souris-là, donc on a la population d'origine avec cette courbe de Gauss. On peut avoir en A, c'est ce qu'on appelle la sélection directionnelle, c'est-à-dire qu'on a éliminé les plus clairs. Donc, la courbe s'est dirigée vers les sombres. On peut avoir l'inverse. En B, on a ce qu'on appelle la sélection divergente. C'est les individus du milieu qui vont être éliminés et on conserve les extrémités. Par opposition en C, appelée sélection stabilisante, donc on a c'est le milieu qui va être conservé et élimination des deux extrémités. Troisième facteur pour la variation génétique, c'est la dérive génétique. Alors la dérive génétique est une modification aléatoire, au hasard, de la fréquence des allèles au fil des générations. Elle conduit avec le temps à la disparition, puisqu'il y a une disparition, donc une modification de la fréquence allélique, ou à la fixation de certains allèles. Elle se produit de façon plus marquée lorsque l'effectif de la population est faible. Si vous vous rappelez, on a dit pour les conditions de la population idéale, elle doit être avec un effectif important. Lorsque l'effectif est faible, on peut avoir la dérive génétique. Alors, comme vous voyez, normalement, c'est des fluctuations aléatoires des fréquences alléliques au fil des générations, sans aucune raison environnementale. Alors, l'explication du phénomène de dérive génétique. Dans une population, il est inévitable que certains allèles ne soient pas transmis à la génération suivante à cause de l'échantillonnage aléatoire des gamètes à chaque génération. Ce phénomène est encore amplifié si l'on tient compte du fait que certains adultes n'auront pas de descendance, question de stérilité. Ces variations peuvent aller jusqu'à la disparition de certains allèles, ce qui a pour conséquence directe la diminution du nombre d'allèles d'un gène dans la population. À retenir, la dérive génétique change les fréquences alléliques d'une façon aléatoire avec le temps, réduit la diversité génétique en éliminant certains allèles, a un effet inversement proportionnel à la taille de la population, peut fixer dans une très petite population des allèles délétères, c'est le cas de certaines populations humaines où la fréquence d'une maladie héréditaire est élevée. Par exemple, si je prends le cas de l'hémophilie ou bien plutôt de la drépanocytose, c'est une maladie qui protège l'humain d'une autre maladie. Les gens qui ont l'anémie falciforme, ils sont protégés contre la drépanocytose. Alors, les cas extrêmes de la dérive génétique.
Alors la dérive génétique s'exerce plus facilement sur une petite population. Deux situations peuvent mener à la réduction de l'effectif d'une population, ce qu'on appelle l'effet fondateur et l'effet étranglement. Alors l'effet fondateur, lorsque j'ai migration d'un faible effectif vers une zone nouvelle, île ou autre chose, et donc c'est cet effectif faible, aléatoire, qui va constituer le nouveau noyau qui va occuper le nouveau territoire. C'est ce qu'on appelle l'effet fondateur. Et donc ça va être différent de la population initiale. On peut avoir ce qu'on appelle également l'effet d'étranglement. Donc la population est susceptible de traverser occasionnellement des périodes durant lesquelles seul un petit nombre d'individus survivent. Lors de ces goulets d'étranglement, la variation génétique peut être perdue par l'effet du hasard. Donc, pour une raison ou une autre, on a élimination de certains individus. Alors, la migration, comme autre facteur de variation de la structure génétique de la population, c'est le déplacement des individus d'une population à une autre. Dans la nature, les populations d'une même espèce ne sont pas génétiquement isolées, c'est-à-dire qu'elles sont interfécondes. Il se produit à chaque génération des échanges d'adultes, d'embryons, de gamètes, de grains de pollen pour les végétaux. Ces flux géniques sont également d'autant plus importants que la population ou les populations sont proches géographiquement. Ces échanges limitent la divergence génétique entre les populations. On distingue la migration unidirectionnelle, linéaire et multidirectionnelle. Alors la migration unidirectionnelle, exemple continent-île, donc là c'est la composante par exemple du continent, population initiale de l'île, après migration, donc on aura variation de la population initiale. Alors calcul des nouvelles fréquences alléliques dans la population de l'île après l'arrivée des migrants. Si à chaque génération la population de l'île avec un effectif n reçoit petit n d'individus de la population du continent, on peut calculer le flux migratoire, petit m, correspondant à la proportion des migrants arrivant dans la population de l'île, comme suit. Alors, petit m est égal à petit n, comme on a dit, le nombre d'individus qui arrivent, sur le nombre effectif total plus les migrants. Si à une génération donnée, G0, les fréquences alléliques pour les allèles d'un même gène sont différentes dans les deux populations, soit PM, fréquence de l'allèle grand A dans la population du continent à génération G0, P0, fréquence de l'allèle grand A dans la population de l'île à la génération G0, la fréquence de l'allèle grand A PI dans la population de l'île à la génération suivante, après migration, G1 sera. Alors, la fréquence de l'allèle grand A PI dans la population de l'île à la génération suivante, après migration, sera PI égale 1 moins M fois P0 plus M P petit m, avec 1 moins M, la proportion des migrants dans la population de l'île. Alors, deuxième type de migration, c'est la migration linéaire. Le degré des couleurs représente un gradient de fréquence des allèles. La population de l'amont, par exemple celle-là, et de l'aval ne peuvent entrer en contact qu'à travers des populations intermédiaires. Donc, je n'ai pas de contact entre les extrêmes. Dernier type de migration, c'est la migration multidirectionnelle, l'exemple de l'archipel. Si par exemple on prend 5 îles rapprochées, avec ces flèches-là qui désignent les migrations dans tous les sens, on va prendre 5 populations avec des fréquences de l'allèle grand A différentes à l'origine, mais au fil des générations, on tend vers une fréquence moyenne entre les 5 populations, et donc on change, comme vous voyez, la fréquence allélique. Et merci pour votre attention et bonne chance.